Chers adhérents, chers amis du club Crescendo, j'ai le plaisir cette semaine encore de vous accueillir sur une conférence en ligne organisée par le club Crescendo des VMF. Avant de vous présenter nos intervenants de ce soir, je souhaite vous présenter rapidement le club Crescendo. Le club Crescendo est ouvert aux adhérents VMF toujours en activité professionnelle ainsi qu'à leurs amis. Crescendo est une offre complémentaire de celle traditionnellement proposée par les délégations VMF. L'objectif de ce club est de mettre en place des activités en tenant plus particulièrement compte de vos contraintes professionnelles et familiales. Nous souhaitons pouvoir organiser des activités à partir des grandes métropoles, Paris et provinces. Et dès que la situation sanitaire le permettra, nous organiserons des visites de découverte de lieux ou de métiers d'art. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur des webinaires autour de 2 thèmes. Illustration de savoir-faire avec les métiers d'art et un cycle sur les amoureux du patrimoine. Ce soir, la conférence que nous vous proposons entre dans le cycle des amoureux du patrimoine. Le thème que nous allons aborder est très classique, la gestion d'une propriété, une aventure familiale. Nous aurons dans un premier temps Constance de Martial, chargée de projet Fondation VMF et prix au sein de l'association, qui nous expliquera les quelques éléments à avoir en tête lors d'une reprise d'un monument. Dans un deuxième temps, nous aurons la présentation de 2 situations de reprise familiale récentes. Ces 2 interventions ont des caractéristiques communes, celle d'avoir été sélectionnées dans le cadre de la mission Berne et également d'avoir fait partie de la dernière opération VMF Foot Patrimoine. Nous écouterons donc d'abord Erwan et Sophie Isabelle de Saint-Seine sur le manoir de l'Aumônerie et ensuite Nicolas et Anne-Héloïse Pernin sur le château de Braux. Sans attendre, je donne la parole à Constance. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Philippe Couture, je m'occupe depuis maintenant 5 ans des dossiers de prix et également de la Fondation VMF, ce qui me place en relation avec un certain nombre d'entre vous et de propriétaires aussi qui sont confrontés à une reprise de monuments. Donc, l'idée ce soir, évidemment, c'est de laisser la parole à des témoignages, mais je pense que c'est bien de faire un petit rappel au départ pour avoir quelques éléments à garder en tête avant de reprendre un monument pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, il y a certainement des choses que vous saurez déjà qui vont évidemment, voilà, il faut rester avec les pieds sur terre et faire appel au bon sens, mais parfois de poser des choses, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Alors, quels sont les éléments à avoir en tête pour que tout se passe bien? Donc, tout d'abord, c'est évidemment se poser les bonnes questions. Donc, un projet, une reprise familiale, c'est avant tout le fruit d'une réflexion, donc en famille, en couple ou vous-même. Et il est important de se poser et d'écrire vos questions pour réfléchir, parce que c'est quand même un projet qui va vous engager dans le temps, financièrement, et de façon importante. C'est souvent les propriétaires le disent, c'est quasiment comme avoir un enfant. Donc au départ, il faut se poser les bonnes questions. Alors tout simplement, quelque chose d'important, c'est définir votre budget, puisque quand on reprend un monument, il y a un aspect très important, c'est l'aspect financier. Et il va falloir, avec vous et avec votre entourage aussi, lever ces questions sans ambiguïté, même si on n'est pas très à l'aise pour parler d'argent. C'est vraiment pas le moment de se censurer. Donc vraiment avoir un budget, quel qu'il soit, important, moins important, de discuter de tous ces aspects pour que les choses soient posées et éviter d'avoir des mauvaises surprises. Un monument va vous engager dans la durée, donc il faut vraiment avoir conscience de tous les aspects qui vont vous engager, les travaux, la gestion, l'entretien.
Voilà, alors, pas besoin d'avoir fait des études spécifiques dans le domaine. Le plan de financement, c'est tout simplement mettre sur le papier quels sont vos apports. Est-ce que vous allez emprunter? Est-ce que vous allez utiliser votre épargne? Est-ce que ça va faire appel à d'autres financements? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un héritage? Donc, tout ce qui va être lié à la succession aussi, s'il y a une succession. Si vous reprenez une propriété et que vos parents sont encore dedans, ça peut être aussi une reprise en nue propriété au départ. Donc, il y a plusieurs aspects qu'il faudra lever, donc soit avec votre notaire et également avec vos partenaires financiers. Très souvent, c'est votre banquier. Donc, l'avantage, c'est que si vous vous engagez dans un projet financier et que vous avez une demande de prêt à faire, le banquier et votre banquier vous demandera de toute façon un plan de financement pour être sûr que vous vous lancez et que votre projet est bien solide. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, pour acheter, pour financer les travaux. Alors aussi, je vous ai mis quelques autres éléments. Une question qui est très importante, c'est les travaux. Parce que très souvent, on voit des choses à l'œil nu, mais quand on reprend un monument, il y a aussi des choses que l'on ignore. Et vraiment, c'est important d'avoir les idées claires là-dessus. Et ça, très très souvent, je vous le présenterai après, il faut faire appel à des spécialistes. Donc, il faut absolument avoir une idée très claire des travaux, leur nature, leur coût, même si bien sûr, c'est toujours au départ des estimations, pour pouvoir vous engager en pleine conscience. Voilà. Aussi, quand on reprend un monument, il y a vraiment des questions qu'on oublie un petit peu. C'est de regarder un petit peu autour de votre monument. Donc très souvent, voilà, on voit bien le monument. Est-ce que c'est un château fort? Est-ce que c'est un château Renaissance, etc. Ça, c'est assez évident, mais de ne pas oublier de faire une petite analyse de l'environnement. Où se situe mon monument? Alors, où se situe mon monument? C'est d'abord aussi des données géographiques, mais géographiques au sens large. Ce n'est pas juste une localisation, une adresse. C'est comment fonctionne le territoire dans lequel mon monument se trouve? Est-ce que je suis dans une région très touristique? Est-ce que je suis dans un lieu un petit peu plus isolé? Est-ce que je me situe à proximité d'un autre monument emblématique qui draine beaucoup de touristes? Voilà, toutes ces questions qu'il faut vraiment avoir en tête aussi. Donc, ça, vous pouvez, vous inquiétez pas, vous pouvez les trouver sur les sites spécialisés dans le tourisme. Le conseil départemental de tourisme pourra vous donner aussi des chiffres pour avoir une idée un petit peu chiffrée de comment ça se passe autour de votre monument. Est-ce que les touristes sont là l'année? Est-ce que c'est plutôt des touristes étrangers? Combien les touristes dépensent autour de votre monument? La liste des établissements étoilés, les tables de restaurants étoilés, tout ça, c'est pour vous donner un petit peu la carte d'identité de votre monument. Qui est-il? Où se situe-t-il? Et puis également aussi avoir en tête quelques données politiques. Qui est le maire? Qui sont les élus? Quels sont les grands projets portés par la région? Tout ça, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc normalement, si vous vous êtes posé toutes ces questions, ça va aussi vous aider à faire émerger votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce monument? Est-ce que vous voulez en faire une résidence secondaire? Est-ce que vous voulez faire des chambres d'hôtes? Est-ce que vous voulez lancer une activité économique agricole, par exemple? Est-ce que vous voulez combiner plusieurs activités? Donc, toutes ces questions, il faut avoir les idées vraiment claires pour se lancer. C'est-à-dire qu'une fois que les choses seront amorcées, ce n'est pas à ce moment-là où vous allez vous poser les questions. Il faut vraiment savoir où vous mettez les pieds, même si tout n'est pas encore finalisé, mais en tout cas d'avoir quelque chose de structuré. Est-ce que vous allez vous y installer à plein temps? Est-ce que vous allez laisser le lieu en gestion et puis vous y installer plus tard? Est-ce que vous allez conserver une activité, par exemple à Paris, et habiter sur le lieu le week-end? Tout ça, ça va vous aider normalement à faire émerger un projet unique qui sera un petit peu votre marqueur d'identité. Voilà. Alors, évidemment, on ne va pas entrer dans tous les détails aujourd'hui, puisque définir son projet nécessiterait bien plus de quelques minutes. Je voulais aussi vous donner quelques repères très rapides sur les travaux. Comment est-ce que ça se passe quand on est confronté à des travaux? Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans le monde des monuments, c'est qu'il y a un petit peu deux cas de figure. Le cas où on est sur des monuments historiques, donc protégés avec un dispositif spécial, et puis les monuments non protégés. Alors, les édifices protégés, très souvent, vous le savez, hein, c'est rarement une surprise qu'on découvre que son monument est protégé.
Mais en tous les cas, ce qui est important de retenir ce soir, c'est qu'il va falloir avancer main dans la main avec la DRAC, qui est l'organisme du ministère en région qui s'occupe des monuments protégés. Donc, vous aurez affaire à eux dans tous les cas. Donc, il va falloir entrer en contact avec eux si vous ne les connaissez pas encore pour vous faire connaître, tout simplement. Donc, vous aurez, si vous lancez des travaux de modification, vous aurez vous serez obligé d'avoir un architecte pour vous accompagner. Voilà, c'est lui qui établira vraiment votre feuille de route de votre monument, qui vous dira quels sont les travaux à faire, dans quel ordre, est-ce qu'il y a des urgences, et un petit peu, on va dire, combien ça coûte à peu près, parce qu'avant de vous lancer, vous aurez peut-être besoin de tous ces éléments-là. Voilà, tout ce qui va être les travaux, vraiment, c'est la DRAC qui les valide, soit par un permis de construire, soit avec une autorisation de travaux pour les monuments classés. Mais vraiment, si vous ne les connaissez pas, la DRAC, il faut vraiment avoir des relations de confiance. C'est très important et pas avancer tout seul dans votre coin parce que sinon, vous risquez d'avoir des surprises et votre projet risque de ne pas voir le jour. Vous pouvez aussi, la contrepartie qui est intéressante, solliciter des subventions en tant que monument protégé auprès de la DRAC, voire même de la région et du département, selon ce que souhaite faire votre région ou votre département. Là encore, il y a des fortes disparités entre régions. Il y a des régions qui soutiennent les propriétaires privés, d'autres moins. Donc là, vraiment, c'est important d'être au courant de ce qui se passe, de l'actualité et de la politique, des politiques culturelles qui sont menées sur votre territoire. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez faire appel à un mécénat affecté via des collectes qu'ont fait nos deux propriétaires de ce soir, qui est rendu possible par le fait d'être classé ou inscrit monument historique. Alors, un petit point d'attention, je ne veux pas vous faire peur, juste un petit rappel, pour faire une collecte défiscalisable, lorsqu'on est un monument protégé, il faut absolument passer par une fondation, donc soit la fondation VMF, qui est abritée par la Fondation du patrimoine, soit également la demeure historique, mais surtout, ne vous lancez pas dans des collectes en vous disant j'ai une association des amis et puis ça suffit pour faire des dons défiscalisés. Donc vraiment là, c'est un petit point d'attention fiscale. Voilà. Alors, pour les édifices non protégés, c'est plus simple puisque le droit, on va dire, c'est le droit général qui s'applique à tous les bâtiments, toutes les maisons en France. Bien sûr, si vous êtes aux abords d'un monument historique ou dans un secteur protégé, il peut y avoir des règles particulières, mais sinon, rien ne vous contraint au niveau de la DRAC. C'est vrai qu'au VMF, on vous recommande, si vous avez surtout une grosse propriété, de là aussi faire appel à un architecte puisque ça peut être compliqué d'évaluer les travaux. Et évidemment, on ne se lance pas dans des travaux sur un monument ancien comme sur un appartement en ville. Donc vraiment, le duo propriétaire-architecte, c'est la clé de voûte. C'est cette relation de confiance qui va vous permettre d'avancer, d'être serein dans vos travaux pour y voir plus clair, pour chiffrer, pour avoir un regard d'expert du patrimoine. C'est extrêmement important. Alors, comme je vous disais, les subventions, quand on est non protégé, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué. Certaines régions laissent la possibilité via des concours ou ont des subventions spéciales pour les particuliers. Très souvent, il faut avoir un projet touristique, puisque c'est à ce niveau-là que la région ou le département vont intervenir comme un soutien au tourisme. Voilà, donc très important. Et là, vous pouvez aussi, si vous êtes un édifice non protégé, solliciter le label de la Fondation du patrimoine, qui peut vous donner certains avantages fiscaux pour vos travaux. Donc ça, tous les adhérents VMF ne le savent pas, mais n'hésitez pas, si vous êtes sur un bâti ancien, qu'il est visible de la voie publique, situé en zone rurale, de solliciter ce label qui peut vous donner des avantages intéressants et vous permettre d'alléger un petit peu la facture. Voilà. Au VMF, on a aussi un label qui est le label VMF Patrimoine Historique, qui est réservé aux édifices non protégés. Donc notre label n'a pas d'incidence fiscale, mais il peut vous servir si vous souhaitez entamer une procédure d'inscription ou de classement. Ça peut vous servir de marchepied pour solliciter cette protection au titre des monuments historiques. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Sachez qu'on peut vous donner des conseils également au VMF s'il y a besoin. Voilà, je laisse la parole à nos intervenants de ce soir. Merci beaucoup Constance. Alors, ce que je redonne aussi comme règle, si possible, n'hésitez pas à poser des questions
et ces questions seront répercutées en fait aux divers intervenants à la fin de leur intervention, sauf si vraiment il y avait une question hyper urgente sur un point précis soulevé par les intervenants, mais vous cliquez sur questions et réponses et à ce moment-là, vous posez votre question et Sixtine, à la fin de chacune des interventions, reviendra vers nous pour nous donner un petit peu les questions posées. Bon, nous accueillons maintenant Sophie Isabelle et Erwan de Saint-Seine. Alors, euh, Bonsoir. reprise d'une propriété. C'est une reprise d'une propriété déjà depuis maintenant quelques années, mais quand même assez récente. Est-ce que vous pouvez vous présenter de façon succincte et ensuite nous présenter un petit peu le bien que vous avez acquis? Bonsoir à tous. Donc, Erwan et Sophie Isabelle de Saint-Seine, nous avons 35 ans et nous sommes installés au manoir de l'Aumônerie depuis 2018 avec nos 2 enfants, donc de 2 ans et 5 ans. Nous sommes normands d'origine et nous avons depuis toujours eu cette envie de reprendre un monument historique, le restaurer, l'ouvrir au public. Et nous avons vécu 10 ans à Paris après nos études. Nous avons visité pas mal de maisons. Ça a duré plusieurs années et finalement, nous sommes tombés amoureux du manoir de l'Aumônerie, donc en Normandie, à Saint-Martin-de-Beaucherville, qui répondait à pas mal de nos critères, donc des critères qu'on s'était un peu fixés pour trouver cette demeure. Alors, la maison, donc le manoir de l'Aumônerie, il doit y avoir quelques photos, voilà. Donc, c'est une maison qui a 800 ans, qui a été construite au début du XIIIe siècle. Par les Templiers, c'est en tout cas ce qui se dit dans la région. Il n'y a pas de preuve de ça. Mais voilà, il y a un petit mystère autour. En tout cas, elle a rapidement été une dépendance de l'abbaye de Saint-Martin de Beaucherville, donc la grosse abbaye qui est dans le village. Et en fait, ça a été donc une exploitation agricole jusqu'en 1970, date à laquelle l'exploitation s'est arrêtée. Une grande partie des terres a été vendue. La maison était en très mauvais état et nos prédécesseurs ont commencé la restauration. Donc la maison est composée d'un manoir que vous voyez ici sur la photo au fond et de différents bâtiments de ferme, donc une étable, un chenil, une grange, un four à pain, un pressoir, une crèmerie, différents bâtiments qui ont été ajoutés au fur et à mesure des siècles. Donc pour les besoins de l'exploitation. Et d'ailleurs, voilà une petite vidéo qui vous fait faire le tour. Voilà, donc on est sur un clos normand qui est resté en fait assez peu changé d'un point de vue architectural. En tout cas, sur le bâtiment principal, il y a eu une succession de propriétaires depuis la Révolution et jusqu'en 70, avec des changements de propriétaires tous les 30 à 40 ans. Assez peu de travaux de modernisation dans le bâtiment principal. Et du coup, la maison est encore assez proche de ce qu'on pouvait y trouver au XIIIe et au XIVe siècle. Une petite chapelle qui est sur la propriété aussi, qu'on voit en photo ici, qui est une chapelle dédiée à Saint Gorgon, qui est un martyr romain et qui est prié pour sa bonne... pour ses dons pour la fécondité. Et donc, il y avait ici à la maison jusqu'en 1950 un grand rassemblement, un pèlerinage diocésain et qui a fini par être interdit par le diocèse à la fin des années 50 pour atteinte aux bonnes mœurs, le pèlerinage devenant le lieu des rendez-vous galants du coin. Voilà. Donc la maison aujourd'hui n'est plus une activité agricole. Les terres ont été vendues en 70 et donc demeurent la maison et les bâtiments que nous avons pris il y a 3 ans. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce bien en particulier? Alors Sophie vous en a dit quelques mots. Ce bien, déjà parce qu'effectivement il nous plaisait, ça c'était le premier point. On l'a trouvé à notre goût, on l'a trouvé beau
et son histoire nous a plu. La région, c'est notre région. On est originaire de Rouen. Donc, on est à un quart d'heure de Rouen. Donc, nous sommes revenus dans la région où nous avons grandi. Et ça, c'était important pour nous. Notre famille est là, nos amis sont là, nos frères et sœurs sont là. Donc, nous n'étions pas parachutés dans une région sans connaître personne. Et c'était important pour nous pour ce projet-là. Le village de Saint-Martin, c'était en plus un clin d'œil puisque c'est le village dans lequel nous nous étions mariés 10 ans avant. Donc, nous avions, je dirais, un amour particulier pour ce village et qui, donc voilà, 10 ans après, après un certain nombre de recherches, nous a présenté cette maison que nous avons repris et qui, dans laquelle, en tout cas, on arrive à se projeter et à projeter notre projet de restauration et la manière dont nous allions l'articuler et le financer. En tout cas, la maison nous paraissait correspondre, en tout cas cocher le maximum de cases pour mener à bien ce projet long terme. Voilà. Oui. Est-ce que, oui, ce projet, parce que, alors, tout à l'heure, Constance parlait de style de vie ou de mode de vie. Donc, vous avez décidé de quitter Paris, mais pas complètement, parce que vous continuez à travailler sur Paris. Et c'est Sophie Isabelle qui, derrière, pilote le projet. En fait, ouais, nous avons déménagé effectivement. Donc, nous n'habitons plus Paris. Nous habitons donc à l'année à Saint-Martin-de-Beaucherville. Sophie Isabelle gère à plein temps donc les activités de la maison que nous vous présenterons après. Et moi, par contre, effectivement, j'ai conservé mon emploi parisien. Donc, je commute entre la Normandie et Paris, bien évidemment. Alors, avec le rêve un peu fou qu'un jour, en tout cas, les activités, les revenus de la maison puissent nous permettre de vivre à deux dessus. En tout cas, pour l'instant, sur ce démarrage et cette troisième année qui se termine ici, bon, il est encore nécessaire d'avoir un job à côté pour financer la restauration, les activités n'étant encore pas toutes en place ici. Du coup, peut-être faire un petit lien sur les activités que nous opérons ici. Nous avons 4 activités donc, qui tournent en fait avec un objectif commun. L'objectif, il est de restaurer la maison. C'est-à-dire que on n'a pas quitté Paris en se disant on a envie d'ouvrir des gîtes. Enfin, le projet, c'est pas d'ouvrir des gîtes. Le projet, c'est de restaurer un monument historique qui n'est pas forcément en très bon état et qu'on veut valoriser. Que l'on veut faire vivre et les moyens que nous avons là-dessus, en tout cas que nous organisons là-dessus. Alors, un des moyens, c'est effectivement les gîtes. Donc, aujourd'hui, il y a 2 gîtes ouverts. Il y en a un 3e qui doit ouvrir l'année prochaine. Nous avons une 2e activité qui est la visite. Donc, nous accueillons des visiteurs entre Pâques et la Toussaint tous les week-ends et tous les jours en juillet-août donc pour visiter les jardins, la chapelle. Nous avons une 3e activité qui n'est pas encore existante, qui est une activité de séminaire et d'événements que nous allons organiser dans le bâtiment qui est présenté actuellement dans son pire état, parce que c'est un bâtiment qui a brûlé, que nous sommes en train de restaurer, donc un pressoir du XVIe siècle qui permettra d'avoir une salle de réception d'une centaine de mètres carrés. Et puis, 4e activité, nous organisons donc des événements culturels, des concerts, des expositions, etc. Donc, nous avons ces 4 activités qui ont pour objectif de générer des revenus et ces revenus sont bien évidemment dédiés à la restauration de la maison. Voilà. Oui. Donc, c'est là, vous en êtes, comme vous le disiez, à 3 ans. Quel est déjà un petit peu, par rapport à votre plan de marche, si je peux appeler ça comme ça, où en êtes-vous? Est-ce que le Covid a dû quand même pas mal vous perturber, notamment sur les activités touristiques? Comment vous situez-vous?
Alors en fait, donc depuis 3 ans, on a fait effectivement pas mal de travaux. Donc notre priorité, c'était déjà de créer ces 2 gîtes pour pouvoir générer des revenus. Donc on a créé un gîte dans l'ancienne crèmerie et un autre dans la Longère. On a bien évidemment fait des travaux de confort, comme par exemple le kit à l'égout. On a créé une salle de bain. C'est vrai que pour une famille, c'est quand même plus confortable. On a refait des toitures, on a refait le terrassement, on a replanté des arbres dans le verger, et puis on a commencé donc les travaux du pressoir, qui est en fait un gros chantier. Voilà, mais c'est vrai qu'on a quand même bien avancé. Nos projets prioritaires, qui étaient donc les gîtes et l'ouverture au public des jardins et de la chapelle, donc ça, on a pu les faire les plus rapidement possible. Après, on a toujours des nouveaux projets en tête, on a toujours envie de créer de nouveaux événements. Là, cet été, par exemple, on organise pour la première fois des visites privées. Donc, tous les troisièmes samedis du mois, il y a une visite avec l'un d'entre nous. Parce qu'en fait, en général, les visites, donc, ce sont des visites complètement libres. Mais là, donc, c'est nous qui faisons une visite guidée avec des pièces qu'on ne montre pas d'habitude, qui ne sont pas ouvertes au public. On organise aussi pas mal d'événements. On essaye de beaucoup s'ancrer dans la vie du village. Donc, on est toujours partenaire des événements organisés par le village, la mairie ou le comité des fêtes. Voilà, là, on est en train de réfléchir aussi à créer un parcours ludopédagogique sur la nature et la biodiversité. Donc, c'est vrai qu'on a un jardin assez riche, puisque on a un jardin médiéval médicinal qui comporte à peu près de 150 à 300 espèces. Donc, c'est aussi important de transmettre ça aux enfants. Donc, voilà, on a ces projets-là en tête. Après, bien évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. Notamment, on aimerait bien ouvrir un 3e gîte dans l'ancien four à pain. Il y aura encore des toitures à faire. La chapelle est en très mauvais état, donc voilà, ça fait partie des choses qui vont être urgentes aussi. Les soubassements et la maçonnerie de la tour, etc. Donc voilà, les projets sont bien avancés, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. En fait, la priorité dans les projets, c'était effectivement, et c'était le premier point, c'était de lancer le modèle économique, donc d'avoir effectivement en premier lieu des travaux qui génèrent des revenus par la suite. Donc ça, on l'a mis en place et c'est ce qu'on continue en fil rouge. La difficulté, ça a été effectivement de venir intercaler au milieu de ces travaux nécessaires pour générer des revenus, de venir caser des travaux pour pouvoir physiquement vivre ici. Parce que le manoir en tant que tel, personne n'y avait vécu depuis un peu plus de 60 ans. Mais pour pouvoir ouvrir des gîtes dans un des bâtiments, il faut bien évidemment que nous, on puisse libérer le bâtiment que nous habitions pour le transformer en gîte et vivre dans la maison principale, donc venir y mettre un petit peu de commodité de type chauffage ou effectivement une salle de bain. Mais le fil rouge voilà, que l'on se donne, vu les années de travaux à venir, c'est que en tout cas nos projets doivent s'inscrire dans une logique de se financer sur 20 ans et permettre à terme de générer d'autres travaux, en fait. Voilà. De financer d'autres travaux. Alors, je vais revenir sur un petit peu ce que disait tout à l'heure Constance. Les VMF, là-dedans, dans votre projet, comment vous ont aidé les VMF? Alors, déjà, les VMF, elles nous ont fait rêver. On était adhérents avant d'acheter. Donc, on recevait le magazine, on bouquinait et on trouvait ça génial, déjà. Donc, le premier point, c'est que les VMF, elles nous ont permis de nous projeter aussi voilà, de commencer à mettre un pied dans ce milieu-là. Et depuis que nous sommes propriétaires, je dirais, on a une aide concrète sur un point, par exemple, qui est l'organisation de la collecte mécénat, qui est un point qu'on a intégralement géré avec les VMF. On a suivi la formation à Paris avant de lancer ça, et on a été entièrement guidé, piloté et accompagné par les VMF. Et ce qui est vraiment bien, parce que lancer un projet comme ça tout seul, c'est pas possible.
Il y avait des délais à tenir, on voulait absolument que ce soit ouvert pour les journées du patrimoine. On voulait, enfin, voilà, il y a eu un vrai relais concret, un vrai suivi concret, une médiatisation par les VMF avec l'opération du mois de patrimoine. Clairement, voilà, il y a un savoir-faire, il y a une maîtrise du sujet. Et il y a un gain de temps énorme pour nous, propriétaires. Donc, au lieu de passer des semaines, des mois à comprendre comment marche le système, ben, on a tout de suite des gens qui sont capables de nous expliquer quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est précieux. Vraiment. Merci, Constance. Entre autres. Vous avez le label Mission Berne. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, la mission Berne, alors en premier lieu, la mission Berne, ça apporte déjà de manière concrète un financement en partie d'un projet. Donc, nous, en l'occurrence, c'est la restauration du pressoir, donc, qui avait été incendié avant notre reprise. Donc, on parle de reconstruire quasiment intégralement un bâtiment du XVIe siècle. Donc, clairement, la mission Berne, déjà, c'est une enveloppe qui tombera donc pour un projet précis. Le deuxième point, c'est un relais donc, de la mission Berne, pas de la collecte qui avait été lancée avec les PMF. Donc la mission Berne relaie aussi cette collecte. Et puis le troisième point, c'est un effet vertueux, c'est un effet de communication où du jour au lendemain, on se met à intéresser un peu plus la presse, la radio, les journaux, et qui médiatisent le projet, qui parlent de nous. Et du coup, il y a un effet bénéfique sur les visites, sur les entrées, sur les gîtes. Et ça, alors, est-ce que c'est un effet long terme? Nous l'espérons. En tout cas, ça permet de mettre un coup de projecteur sur une propriété. Nous sommes des milliers de propriétaires avec les mêmes problématiques. La mission Berne permet, sur un temps défini en tout cas, d'avoir un coup de pouce, un coup de projecteur. Et de se faire connaître. Nous, on a repris une propriété qui n'était pas ouverte au public, que les gens ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'il y a même des gens dans le village qui vivaient dans le village depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui ne connaissaient pas cette maison. Elle est cachée de la rue, elle est invisible depuis la voie publique. Et donc le fait de l'ouvrir, c'est pas un panneau qu'on met sur le portail, puisqu'on est au bout du petit impasse et personne ne passe devant le portail. Donc, la mission Berne apporte ça aussi. Voilà. Tout à fait une question différente, c'est quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Alors, les obstacles, alors c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns, notamment peut-être qu'on ne s'attendait pas à une telle lenteur de l'administration quand on lance par exemple des permis de construire, des travaux urgents. On sait qu'il n'y aura pas de travaux urgents puisque de toute façon, le moindre permis, c'est des mois de délai. Donc c'est vrai qu'il y a ça, cette lourdeur un peu de l'administration. Après, dans les obstacles, il y a évidemment le financement des projets puisque voilà, on n'est pas milliardaire, donc on n'a pas l'argent nécessaire pour tout faire. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Il faut toujours réfléchir, essayer de se renouveler et de trouver des solutions pour trouver l'argent nécessaire pour financer les projets. Et dans les obstacles aussi, un peu dans les surprises qu'on a pu rencontrer, c'est peut-être que lorsqu'on a visité la maison, donc à maintes reprises quand même avant d'acheter, on ne s'attendait pas à avoir, enfin on avait fait une liste de priorités des travaux et qui finalement a été revue puisque certains bâtiments, notamment la chapelle, souffrent un peu d'une mauvaise restauration qui a été faite il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et du coup, on pensait que la chapelle était en très bon état et que ce ne serait pas une priorité. Et finalement, voilà, on se rend compte que là, ça devient urgent. Donc voilà, il y a aussi le fait de vivre dans la maison qui fait que certains travaux ont été un peu masqués et voilà, il y a des urgences qui sont devenues des urgences et qui n'en étaient pas a priori. Donc voilà, ça fait un peu partie des obstacles, des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Alors, est-ce qu'il y a eu des surprises positives? Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors oui, on a quand même eu déjà des éléments facilitants dans notre quotidien, notamment
avec la mairie du village, le comité des fêtes, nos voisins ont été extrêmement compréhensifs et voilà, parce que accueillants, c'est vrai qu'une propriété qui s'ouvre comme ça au public avec non seulement des visiteurs tous les week-ends, mais aussi des touristes dans les gîtes, voilà, ça peut faire un peu peur. On n'a absolument pas eu de contraintes avec ça, donc on a été très agréablement surpris. On a été également bien aidé par la DRAC, les VMF. Voilà, ce sont des choses comme ça aussi auxquelles on ne s'attendait pas forcément parce qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Et donc ça nous a bien facilité la vie. Et sinon, En fait, ouais, et puis après, de manière un petit peu plus large, dans les bonnes surprises, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est un très bon accueil général ici. C'est-à-dire que on a été très bien accueillis à tous les niveaux, que ce soit effectivement les voisins, que ce soit l'école, que ce soit le village, que ce soit. Enfin, il y a eu, et ça, c'est extrêmement facilitant et aidant dans ce projet-là, de ne pas avoir le sentiment de débarquer et de gêner. Enfin, il y a eu, en tout cas, des vrais bras ouverts autour de nous, des bonnes volontés, des aides, et ça fait partie des bonnes surprises. Nos prédécesseurs n'étaient pas forcément en bon terme avec beaucoup de gens autour sur le voisinage, et ça nous faisait peur parce qu'ils nous avaient dressé un tableau pas forcément très rose du village et de sa vie. Donc, ça faisait partie de nos inquiétudes, et il en a été exactement l'inverse. Et ça, c'est une vraie bonne surprise de se rendre compte que la vie ici, indépendamment du projet en tant que tel, mais notre vie de famille et notre vie ici au quotidien est extrêmement douce à vivre. Voilà. Et ça, c'est un point important parce que quand vous passez 7 jours sur 7 ici à essayer de restaurer cette maison, ben, c'est important que l'environnement soit agréable. Et donc, ça joue beaucoup sur le moral, je pense, en tout cas dans les journées d'hiver, lorsqu'il fait 12 dans le salon, c'est important d'avoir de la chaleur chez les amis. Voilà. Bon, avant de laisser la parole aux questions, j'ai un dernier point. Quels sont vos conseils, soit aux candidats à la reprise, soit à des nouveaux repreneurs? Alors, le premier conseil, c'est prenez un monument qui vous fait rêver, qui vous fait flasher. Je pense qu'il y a une telle énergie, il y a un tel argent à mettre, si vous n'êtes pas dingue de votre maison, ça va être compliqué quand même, parce que chaque euro passe dedans, parce que chaque minute de votre temps passe dedans, et qu'il faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle, et le jeu n'en vaut la chandelle que si cette maison est celle qui vous fait rêver, je pense. Ça, c'est un point, en tout cas, je pense, le plus important pour nous. Un autre point, c'est de choisir un monument dans lequel vous commencez déjà à imaginer un modèle économique, si vous en avez besoin, bien sûr. Mais il faut avoir un soupçon d'idée de ce qui est envisageable dans cette propriété. Nous, ici, un des points clés, ça a été de se dire, on arrive là, il y a 8 bâtiments de taille raisonnable. C'est des bâtiments qu'on peut restaurer indépendamment les uns des autres assez rapidement et assez vite déclencher des gîtes. Ça a été un point pour nous un peu décisif. On n'avait pas besoin de restaurer tout de suite une maison de 500 mètres carrés ou de 600 mètres carrés pour commencer à monter le projet. On a des bâtiments qui font 20 mètres carrés, des bâtiments qui font 300 mètres carrés. Donc, il y a vraiment tout. On peut du coup prioriser comme ça. Ça a été un point important. Après, sur la partie études et financement, je mets juste un bémol sur ce qu'a dit Constance, ne m'en veuillez pas. Nous, on a commencé, comme le dit Constance, elle a raison, à chiffrer tout ce qu'il fallait faire en termes de travaux. Je ne vous cache pas qu'on a vite arrêté de chiffrer. Parce qu'à un moment donné, à force de faire venir les entrepreneurs avant d'acheter et de chiffrer, on commence à aligner des devis de dingue et c'est un coup à pas se lancer au final. Alors, il faut avoir une idée, bien sûr, de ce que ça va coûter au sens large, mais tout faire chiffrer, voilà, nous on a arrêté parce que je pense qu'on n'aurait pas fait. En fait, à un moment donné, ça peut faire peur aussi de se mettre à chiffrer la totalité de la restauration de la propriété. Donc, par contre, il faut être sûr
de pouvoir financer les premiers travaux nécessaires, tant sur le point de vue sanitaire que du point de vue habitable. C'est-à-dire que clairement, voilà, il faut que vous puissiez y habiter et y vivre. Donc il faut qu'en tout cas, il y ait un minimum de travaux qui soient finançables, mais restons prudents dans les chiffrages extrêmes qui peuvent faire peur. Voilà. Mais donc une propriété que vous aimez, une propriété dans laquelle on peut vivre, dans laquelle on peut se projeter, et puis dans un coin, une région que vous aimez et où vous n'êtes pas forcément perdu et isolé. C'est important d'avoir des... Ouais, enfin, nous, en tout cas, c'était important d'avoir des amis et de la famille tout proche et d'avoir nos racines ici. Voilà. Ok. Et je dirais aussi beaucoup d'enthousiasme. Oui, Bon, je vais laisser la parole à Sixtine. Sixtine, est-ce que vous pouvez intervenir pour nous répercuter un petit peu les questions? Merci. Tout à fait. Alors, la première question, c'est une demande concernant l'interlocuteur au sein de la Fondation et les conditions pour demander le label de la Fondation. Donc, l'interlocuteur principal, c'est Constance de Martial, que vous avez eu en intervenante au départ. Alors, juste une petite précision, le label de la Fondation, c'est le label de la Fondation du patrimoine qui est missionné, on va dire, par l'État pour octroyer ces labels qui ont une incidence fiscale. Le label, il y a deux choses au VMF. On a la Fondation VMF qui est abritée par la Fondation du patrimoine. C'est une spécificité, ce qui nous permet d'avoir leur champ d'action pour notamment faire des collectes défiscalisables. En revanche, le label de la Fondation du patrimoine, c'est bien la Fondation du patrimoine qui le donne. Votre interlocuteur est en région. Nous, on a un label VMF qui est juste, comme je vous le disais, on va dire pas honorifique, mais qui est plus scientifique que fiscal. Voilà. Une autre des questions, c'est si les travaux et le lieu sont donc à vocation touristique ou purement privée, et si vous avez donc un projet professionnel en liaison avec le manoir. Donc, ça a été en partie répondu. Oui, alors en premier lieu, c'est une propriété privée. C'est notre maison, on y vit. Voilà, en premier lieu, c'est notre domicile. Après, effectivement, donc voilà, il y a une vocation professionnelle et touristique, donc d'ouvrir ce monument au sens large. Voilà ce qu'on a pu dérouler. Mais dans l'ordre des propriétés, c'est bien notre domicile. Merci. Donc, on vous demande également si le télétravail est envisageable. Oui, en partie. Alors, mon activité professionnelle ne me permet pas d'en faire 5 jours par semaine, mais oui, le Covid a permis de nous améliorer le quotidien. Objectivement, avant Covid, j'arrivais moins à être présent ici. Voilà, post-Covid, ça a été un des points positifs, si je peux dire, du Covid, c'est que j'arrive à être un peu plus présent ici au quotidien et c'est une très bonne chose. Alors, Sixtine, une dernière question et on va passer et on va laisser la parole au Perlin parce que là ils vont se morfondre. Très bien. Alors, une des questions qui est revenue plusieurs fois, c'est si vous trouvez facilement des entrepreneurs spécialisés, des experts dans la réalisation de vos travaux. Non. Et donc, si c'est aisé de trouver des artisans adéquats. Ça dépend des corps de métier. Enfin, globalement, je vais dire oui, même si on a eu quelques déconvenues avec un corps de métier ou deux au départ par manque de conseils ou de références. Aujourd'hui, voilà, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, on a sur tous les corps de métier des gens de référence et en fait, on n'en changera plus. C'est-à-dire que on va rester fidèle à notre charpentier, à notre maçon, à notre couvreur, à notre électricien. Voilà, on aura mis un peu plus de 2 ans et demi à trouver, je pense, dans quasiment tous les corps de métier, des gens de qualité et de confiance. Et on n'a pas forcément envie d'être dans une logique d'appel d'offres à chaque fois. Donc, on a des gens qui ont besoin de connaître la maison pour travailler. Nous, on a besoin d'avoir confiance. On les a, on les garde et ça va pas être évident. On a été très bien aiguillés aussi par notre architecte et du coup, on a trouvé là des artisans formidables. On est vraiment ravis. Merci beaucoup les Saint-Saëns pour cette présentation. Je vais passer la parole à Anne-Héloïse et Nicolas Perlin qui, eux, vont se présenter succinctement et vont nous présenter le château de Braud qu'ils ont acquis il y a combien? 2 ans, 3 ans?
Bonsoir à tous. Il y a maintenant 7 ans. Oh! Le temps passe très vite. Le temps passe très vite, mais nous sommes toujours des jeunes repreneurs. Donc bonsoir et merci à Constance, Philippe et au VMF de nous donner l'occasion de parler du beau château de Braud-Sainte-Coyère que nous avons repris en effet il y a maintenant 7 ans, en 2014. Alors la genèse de tout ça, c'est une passion que nous avions chacun de notre côté, Néloïse et moi, avant de nous rencontrer, pour les vieilles pierres, le patrimoine, l'histoire. Et nos deux flammes réunies ont créé un feu qu'il a absolument fallu alimenter par du concret. Et donc on a passé plusieurs années à chercher un bien de ce type pour pouvoir exprimer notre passion et nous dévouer à lui une fois qu'on l'aurait trouvé. Et nous habitons en région parisienne, donc nous avons cherché un bien qui soit, disons, joignable en aller-retour sur un week-end. C'était un premier critère qui était important. Et donc, on a eu plusieurs dossiers qui se sont suivis et qui ont souvent capoté parce que le cas échéant, nous n'étions pas les mieux-disants, mais en tout cas, voilà, on a suivi notre étoile et elle nous a conduit un été 2013 au château de Braud, dont nous avons une connaissance tout simplement par Internet et par agence, hein, rien d'extraordinaire, mais quelque chose qui a pris naissance comme ça en visitant en fin août 2013 cette bâtisse qui nous a enchantés et qui cochait beaucoup de cases. L'une des principales étant le fait que ce soit un site classé monument historique, parce que nous étions ainsi rassurés et confortés dans le fait que cette bâtisse ait de l'intérêt pour l'État français et qu'il ait une importance reconnue. Donc c'était pour nous un gage, en tout cas un guide, une rampe avec laquelle on pouvait avancer en s'appuyant dessus. Donc c'est rapidement une commanderie militaire qui est en réalité donc une garnison qui a été construite, érigée par Philippe de Thomasin, qui était gouverneur de Châlons, c'est-à-dire l'homme du roi de France en Champagne du temps du roi Henri III. Donc on se trouve en pleine guerre de religion, mais à cette époque-là, dans ce coin-là, en tout cas, on ne se bat pas entre catholiques et protestants, mais entre catholiques et les ultra-catholiques du duc de Guise, qui se trouvent de l'autre côté de la colline de la forêt d'Argonne. Et donc, c'est vraiment, on connaît la fin tragique à la fois du duc de Guise et d'Henri III. Donc, cette garnison militaire a été construite pour accueillir des cavaliers qui patrouillaient le long de la frontière entre la France et la Lorraine. Voilà. Le château de Braud est situé dans un endroit finalement assez mythique parce qu'il est à 3 km de Valmy, il est à 10 km du lieu de Varennes en Argonne où a été arrêté Louis XVI. Il est à 5 km de la forêt d'Argonne où ont eu lieu les sanglants combats du début de la guerre de 14. Et donc le château a côtoyé beaucoup d'étapes importantes de l'histoire de France. Et donc ça recèle aussi un intérêt particulier. Donc c'est un quadrilatère fermé qui est, comment dirais-je, entouré de quatre tours d'angle qui sont aussi des colombiers avec un très très beau pigeonnier au centre. Et ce bâtiment donc est fait en juxtaposition horizontale de briques et de pierre de Guèze, qui est la pierre calcaire du coin. Donc le coin, c'est Sainte-Menou, c'est à mi-chemin entre Paris et Strasbourg, quasiment. Et donc ce château a d'abord été un endroit fortifié, et puis, comme vous le voyez à l'écran, à la fin du XVIIe siècle, il a été transformé en château d'agrément, et il a été transmis dans la même famille, mais par les femmes, donc en fait en changeant de famille, mais par proximité. Voilà, et à la fin, au début du XXe siècle, il a hébergé une famille un agriculteur en réalité très innovant dans les techniques agricoles et qui a développé aussi le mouton mérinos, bien connu, avant que les Chinois prennent la place du mouton mérinos, malheureusement.
Donc, ce site est remarquable par sa construction, par les deux périodes qu'on peut déceler architecturalement, par le fait d'être entouré de larges douves qui le protègent, et d'être à la fois un château dans un village, mais au cœur vraiment d'un écrin arboré assez magnifique, ce qui lui donne pas mal d'atouts pour accueillir, puisque la famille de Saint-Saëns parlait de modèle économique, et on va directement aller là-dessus, qui permet d'imaginer y faire de très belles réceptions et de l'hébergement. Il faut savoir que pour nous, c'est une résidence secondaire, mais nous y passons vraiment beaucoup de temps. Ça nous prend beaucoup de temps de voyager aller-retour. Mais voilà, c'est un projet que nous avons en famille avec nos 9 enfants. On peut considérer que le Château de Braux est notre 10e enfant, peut-être un peu le plus turbulent de la bande. En tout cas, celui qui parfois nous soucie un peu, dans la mesure où les travaux y menés sont vraiment de grande importance et au long cours. Donc, voilà, vous voyez là, c'est l'entrée avec le fronton. Nous nous sommes lancés dans la restauration dès notre arrivée. Il faut savoir que cette maison avait été abandonnée, on va dire, pendant 15 ans, et donc il n'y avait absolument plus aucune commodité dans tout ce château. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, mais à une époque, ce château avait été envisagé comme intégrant la réunion des musées nationaux, et la maison du régisseur avait été aménagée aux normes d'aujourd'hui pour y loger un conservateur, et c'est comme ça qu'on a pu y poser nos valises, sinon on n'aurait jamais pu s'installer là, faute de commodité suffisante. Voilà, je vais peut-être passer la parole à ma chère épouse pour les autres aspects du dossier. Si je peux me permettre, quel est globalement votre projet? Un projet principalement familial, ou est-ce qu'il y a également une vision économique dans votre projet? Oui, alors nous, on a commencé justement, alors là aussi, je pense que autant de projets de reprise de monuments historiques, autant de différences. En fait, nous, on s'est lancé dans cette aventure parce qu'on voulait un projet qui fédère toute notre famille et tous nos enfants. On a quand même 5 garçons sur les 9, donc on se disait que c'était vraiment, ce serait formidable pour eux de pouvoir faire des travaux, de pouvoir apprendre à se débrouiller, et puis à nos 9 enfants justement d'avoir un lieu où se retrouver plus tard. Notre projet économique en fait a évolué, sachant que là vous voyez de très jolies photos de l'extérieur. L'extérieur est vraiment très beau, le château de Braux, mais les intérieurs sont vraiment complètement, dans un état assez terrible. Les planchers sont enfoncés, enfin voilà, on a des gros problèmes de fondation là qu'on vient de découvrir. Donc voilà, c'est un projet, comme dit mon mari, assez turbulent. Enfin, notre 10e enfant assez turbulent. Notre projet économique a relativement évolué. Au tout début, on s'est dit, de toute façon, on a des travaux à faire pour déjà rendre viable, pour le mettre un peu hors d'eau. Ensuite, on s'est dit, on a des grandes salles, donc on s'est dit, pourquoi pas faire des salles de réception avec des mariages. Notre premier projet a été de l'ouvrir au public, puisque dès la première année, on s'est dit il faut fédérer du monde en fait autour de ce projet. Nous, notre volonté n'était pas de fermer les portes et de se retrouver seul en famille, mais c'était justement de permettre à nos enfants, à notre famille de s'ouvrir sur le monde. Donc on a ouvert au public, on a décoré nos salles comme on a pu, on a caché les murs qui tombaient avec des jolis tissus. Voilà, on a essayé de mettre en scène la salle à manger, de mettre en scène différentes salles. On a créé du coup pas mal d'animations pour les enfants, puisqu'on reçoit beaucoup de groupes scolaires. Donc on déguise les enfants. On a trouvé au sein de l'association des Amis du Château de Braux, qui a été mis en place très rapidement après notre arrivée, des couturières qui sont extraordinaires et qui sont mises à coudre en fait des déguisements de princesses, des capes de chevaliers, qui ont beaucoup de succès. Et voilà, donc on s'est dit en fait on va s'appuyer, on va essayer de s'entourer de pas mal de monde pour ce projet, pour essayer de l'ouvrir en fait, de permettre à toutes les bonnes volontés, tous ceux qui voulaient vivre une passion comme la nôtre, d'y participer. Et là-dessus, on a eu vraiment de très belles surprises, parce que contrairement à d'autres, nous, on est arrivé dans cette région, on ne connaissait personne. On est breton plutôt d'origine, breton et normand.
et on habitait à Paris. Mais vraiment, c'est vrai qu'on est vraiment tombé sous le charme de cet endroit. On voulait un château quand même à restaurer et pas forcément un château qui avait déjà été restauré avec des restaurations plus ou moins parfois douteuses comme de nombreux projets qu'on a pu visiter. Donc, cette association qui s'est créée juste à notre arrivée, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Ça nous a permis de rencontrer des gens vraiment extraordinaires qui se sont investis et qui nous ont aussi encouragés. Parce que lorsqu'on vit ce genre de projet, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, hein. C'est vrai que c'est une aventure formidable, c'est extraordinaire, tous les propriétaires disent c'est vraiment super, mais c'est aussi une aventure entrepreneuriale et comme beaucoup d'entreprises, eh bien, il y a des hauts et des bas. Il y a parfois des moments où on a des mauvaises surprises, où on est un petit peu découragé, et puis d'autres moments où on remercie, on se dit c'est vraiment merveilleux d'avoir telle rencontre avec tel entrepreneur ou telle personne qui compte, ou telle rencontre avec justement un des premiers interlocuteurs, nous c'était les VMF qu'on a rencontrés au sein du patrimoine. On a rencontré la jeune et dynamique équipe qui est à la tête des VMF et qui vraiment au début nous ont beaucoup porté dans ce projet, nous ont donné des orientations qui étaient vraiment importantes et primordiales. Ensuite, on a eu aussi des difficultés. On a eu beaucoup de mal à trouver un architecte. Nous, comme nous sommes classés monuments historiques, tous les travaux se font avec un architecte. Et ça, on a eu vraiment beaucoup de mal. Et c'était un des conseils qu'on nous avait donné. Et je pense qu'on peut donner également, enfin, si on peut se permettre de donner un conseil, c'est vraiment d'être bien entouré et bien accompagné par un architecte vraiment compétent et qui aime le lieu, quoi, qui se passionne aussi pour l'endroit. Voilà, que dire d'autre? C'est, comme je vous disais, une aventure entrepreneuriale, donc avec beaucoup de réseaux différents. Nous, notre projet aujourd'hui, eh bien, ça a été, en fait, on l'a un peu réorienté, c'est-à-dire qu'on a une grosse animation parce qu'on est ouvert en juillet-août. On reçoit pas mal de groupes scolaires, de groupes également d'amis. On reçoit aussi dans ces salles de réception, eh bien, on reçoit des associations, des réunions familiales, etc. On a un peu cette activité-là. D'un autre côté, ça ne nous permettra certainement pas d'en vivre et pas parce que c'est pas un lieu touristique de première importance. Mais voilà, ça nous permet en tous les cas de faire connaître le château de Brossins-de-Coyères. Ensuite, on a un peu réorienté nous, notre projet avec justement la création de gîtes. Et ça a été un événement, c'était le Covid en fait. On s'est retrouvés confinés en deuxième partie à partir du mois d'avril-mai de l'année dernière. On s'est retrouvés confinés à Bro, sans Internet. Donc ça, c'était un peu difficile, enfin une connexion un peu douteuse. Et là, on s'est mis, parce que nous, à chaque fois qu'on arrivait à Bro le week-end, on posait nos valises et puis on allait faire des travaux de première nécessité. Donc en fait, notre maison, qui est une maison vraiment charmante, où il y a tout le confort, on l'avait jamais vraiment décorée avec soin. C'était plutôt vraiment un dortoir pour les enfants, nous, notre chambre, et puis voilà. Donc on s'est dit, tiens, puisqu'on est là tout le temps, on va vraiment décorer notre maison joliment. Et on s'est dit, on va la tester, on va essayer d'en faire un gîte. Et donc, d'essayer de la louer, donc ça c'est tout nouveau, d'essayer de la louer de temps en temps le week-end ou pour des vacances. Ensuite, on a eu une opportunité puisqu'il y a eu un programme FEDER dans notre région. Et donc, on s'est dit, on va utiliser une partie des communs, donc les communs nord, qui est une des ailes de ce quadrilatère, pour en faire des gîtes. Et puis, on a eu un souci, on a été planté par l'entreprise générale qui devait nous faire tous ces travaux. Donc ça, c'était convenu. Mais bon, dans ce genre d'entreprise, on a des convenus, il faut savoir rebondir. On a rebondi, on s'est dit, on va s'attaquer à l'aile nord. Et puis, comme on vient d'avoir un gros trou financier, parce que, voilà, suite à ce petit souci. Donc, on a aménagé l'aile nord et on s'est dit, on va le faire nous-mêmes avec nos enfants. Donc, voilà, on ne savait pas du tout faire. On s'est mis à poser du placo, on s'est mis à faire l'électricité, tout ça avec des professionnels qui nous guident, qui nous aident, qui nous accompagnent. Voilà, donc là, c'est vraiment en train, actuellement, on a des peintres et on est vraiment en train d'avancer vraiment ce projet de gîte qui fera également chambre d'hôte. Oui. Alors, vous êtes également avec un label Mission Berne. Qu'est-ce que comment l'avez-vous utilisé?
Alors oui, nous avons été dans la promo 2019 en effet, mais je préfère, Philippe, parler d'un tout petit sujet avant qui concerne les VMF, qui est que nous avons pu signer une convention monument historique grâce au VMF et qui nous aide dans le financement et dans la collecte de fonds auprès de donateurs pour pouvoir nous aider à financer, puisque comme les Saint-Seine, on n'est pas milliardaires, on n'est pas des Américains, on ne vient pas du pétrole, enfin voilà. Donc il faut trouver des fonds, il faut vraiment être toujours en quête, le jeu de mots est approprié, mais toujours en quête vraiment de fonds pour aider à boucler les dossiers et à prendre les travaux phase par phase en essayant de boucler les financements. Donc, grâce à cette convention monument historique, nous avons pu restaurer et sauver 2 tours et la toiture du commun nord, qui permet aussi de sécuriser le lotissement intérieur que nous nous apprêtons à faire, parce que évidemment, ça ne sert à rien de faire des travaux si la toiture n'est pas fiable. Donc, c'est un gros projet. Et le prochain projet, qui lui bénéficiera, nous l'espérons, des deniers Bern, c'est la restauration du grand logis que vous voyez en photo ici, et qui comprend à la fois sa toiture, mais aussi des reprises de structures en fondation, de la maçonnerie, puisque en fait ici sous le brisy d'Ardoise, on a une corniche qui est très abîmée et qu'il faut restaurer. Donc c'est un énorme projet qui va en fait du sol au plafond, on va dire. Voilà. Et cette mission Bern doit nous aider à sauver le bâtiment. Et quand je dis sauver le bâtiment, c'est pas, c'est véridique, c'est qu'en réalité l'assise est fragile. Et il s'avère que nous sommes c'est construit sur un marécage, puisqu'il fallait bien avoir de l'eau autour pour faire les douves, et que on a malheureusement eu déjà 2 années de sécheresse très dure l'été, et les hivers sont toujours très mouillés, donc on a des amplitudes très fortes au sol qui abîment l'argile et qui la rend beaucoup moins solide qu'auparavant. Donc voilà, quand on parle de mauvaise surprise, celle-ci en est une, et il faut y faire face, et ça nécessite des deniers très importants. D'où notre appel au secours à la mission Bern, et nous avons été entendus au plan théorique. La pratique nécessite aussi que toutes les fourches codines de l'administration soient passées, et c'est assez long. Il faut faire des études et des études sur les études, et voilà. Et donc c'est un chemin très long. C'est pour ça que quand on parle de l'enfant turbulent, on pense à ça en fait surtout. Et donc, il est très important, comme disait Anne-Héloïse, d'avoir un architecte qui s'y connaisse vraiment très bien. Le nôtre est à la fois architecte et ingénieur structure. Donc, c'est un 2 en 1 qui est très important dans notre cas. Et donc, ce qui permet qu'il sache vraiment de quoi il parle. Donc, c'est sécurisant pour nous. Néanmoins, voilà, la route est longue. Et depuis 2019, là, nous sommes encore dans la présentation et la défense du dossier auprès de la DRAC Grand Est, qui n'est pas du tout hostile à nous aider, bien au contraire, mais il y a énormément d'étapes en fait à passer pour aller jusqu'à l'accord sur les travaux, et puis le sujet subvention ensuite, quoi. Voilà. Donc les enjeux sont assez élevés. Voilà. Donc, en fait, ça doit être très consommateur de temps. Comment faites-vous pour concilier vos activités professionnelles, parce que tous les deux, vous avez une activité professionnelle, avec ce projet? Eh bien, et puis nous avons aussi une famille assez nombreuse qui a grandi, qui a des exigences aussi de prise de temps pour leur éducation. Mais en fait, je sais pas, nous essayons de créer une 25, une 26e heure dans la journée assez souvent, et on est beaucoup sur la route pour lier les deux sites. Et voilà, on est un peu en jonglage permanent, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oh, chacun a un équilibre qu'il arrive à trouver avec un point d'équilibre particulier. Donc, c'est sûr que Bro est quand même un morceau relativement important. Il y a un point Vos que... enfants, comment vivent-ils, Bro? Pardon? Vos enfants, comment vivent-ils ce projet? Eh bien, mon épouse va vous répondre. Alors ça a été une préoccupation de plusieurs de nos interlocuteurs. Nos enfants, en fait, quand on a acquis cette propriété, notre aîné avait 15 ans. Voilà. Et à cette époque, on passait beaucoup de nos vacances à visiter des châteaux. Mais alors, eux nous disaient, oui, on visite tout le temps des châteaux pourris. Voilà, nous, on voudrait visiter de beaux châteaux. Donc, on en visitait quelques-uns ouverts au public. Mais voilà, ce n'était pas dans nos projets d'acquisition. Nos enfants le vivent très bien. Ils s'investissent tous vraiment pas mal. On s'est toujours dit que... alors, c'est vrai qu'en discutant avec d'autres amis propriétaires, on se rend compte que c'est toujours un peu inégal entre les enfants. Mais bon, nous, on en a 9. Il y en a qui aiment bien s'investir sur le jardin, d'autres sur autre chose. Mais globalement, ils sont vraiment un peu comme nous, passionnés par Bro. Même si de temps en temps, ils nous disent « Ah, ce week-end, on ne va pas y retourner. » Bon, voilà. Mais donc... on ne force pas grand-chose, on ne les force pas vraiment. D'un autre côté, bon, ils savent que ça fait partie de notre vie, c'est aussi une aventure qu'on vit ensemble qui est, et ça on leur dit bien, qui est vraiment quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on bon, a nos boulots, ils ont l'école, mais à côté ils ont aussi, enfin voilà, ils ont quand même cette aventure. Ils peuvent inviter des amis, ça vraiment, on les encourage complètement à faire, enfin pour les plus grands, à faire des week-ends, des semaines maintenant, parce qu'il y a le confinement. Entre amis, et puis les plus jeunes, vraiment d'inviter des amis. Et donc ça nous a beaucoup aidé parce que le regard des amis a été aussi pour eux assez porteur. On se disant, ah mais c'est génial, t'as de la chance, alors qu'eux, ils voyaient le côté, bon, enfin, on n'a pas d'eau, pas d'électricité dans la partie principale, c'est moyen, puis on est tout le temps en train de bosser. Voilà, donc nos enfants le vivent plutôt assez bien avec nous. Et en fait, le secret, c'est que dans l'association des amis, eh bien, c'est greffé une activité qui revient tous les ans, qui est les chantiers des jeunes bénévoles, qui permettent à nos enfants les plus âgés de garder le contact parce qu'ils font des connaissances et même se lient d'amitié avec ces jeunes. Notre aîné même fait un peu d'encadrement de ces jeunes qui ont entre 17 et 20-21 ans. Et qui sont en fait sur place à peu près 6 semaines sur l'été, à raison d'une demi-douzaine de jeunes par semaine, qui restent parfois 2 semaines, mais donc ça fait une rotation, ça fait des rencontres, ça fait aussi pas mal de main-d'œuvre sympa et puis des jolies soirées ensuite à partager avec des veillées très amusantes, très sympas, voire en musique. Bon, voilà. Et donc ça donne aussi à nos enfants un été extrêmement enrichissant pour eux. Voilà. Et dernier point, le Covid nous a apporté d'avoir non plus seulement des jeunes bénévoles, mais aussi des stagiaires, souvent ingénieurs, qui n'avaient pas trouvé de stage et qui ont trouvé notre annonce intéressante. Et en effet, c'était passionnant parce qu'ils ont pu suivre le chantier et nous aider à faire les mêmes tâches que les jeunes bénévoles, mais avec eux, un rapport de stage à la fin et donc un enrichissement et un stage original. Donc c'était très gagnant-gagnant, comme on dit de nos jours. Voilà. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite et alors je vais, avant de conclure, je vais repasser la parole à Sixtine pour qu'elle puisse refaire une synthèse des quelques questions qui sont arrivées. À vous, Sixtine. Alors, une des questions qui revient, c'est est-ce que vous avez un soutien local des personnes des environs? Est-ce que vous rencontrez de l'aide un peu et une approbation? Ah oui, en fait, il y a toute cette association des amis du Château de Bro qui s'est créée et 99,9% sont des personnes de la région, ne sont pas du tout des amis à nous de la région parisienne. Donc, c'est vraiment, on s'est vraiment ancré dans le territoire. Vous voyez, dès qu'on est arrivé, bah, évidemment, on a fait un pot avec tous les gens du village. C'est un petit village d'une centaine d'habitants. Mais voilà, on leur a dit, écoutez, si c'est un projet qui vous amuse avec nous, n'hésitez pas à vous engager à nos côtés. Voilà, on vous ouvre dans les portes.
Et on a un cher voisin qui est devenu vraiment un ami qui nous a énormément aidés dans les travaux. Mais vraiment, de façon, on l'a surnommé d'ailleurs le magicien de Bro, parce que c'est vrai qu'il nous a fait un nombre de choses extraordinaires, il nous a appris à faire beaucoup de choses. Et ça a été un soutien incroyable. Ensuite, on est pas mal aidé par les élus, par pas mal de personnes. Par des mécènes. Et par des mécènes également. Ça, c'est vraiment important. En fait, on a des petites entreprises locales que nous avons démarchées et qui nous aident. Notamment notre premier mécène qui nous a suivis pendant 5 ans, 5 ou 6 ans, ça a été une entreprise de matériaux de bricolage. Donc ça, c'était génial parce qu'avec nos chantiers jeunes, on avait une somme ouverte, un compte ouvert chez lui. Voilà, donc ça c'était à hauteur de son don, en fait. Exactement. Et puis, donc, c'est des dons de matériaux. Et puis, on a eu aussi des dons de végétaux. Alors ça, c'était pas notre priorité, mais du coup, ça nous a permis de créer tout un verger et vraiment de renflouer le jardin des simples, parce qu'on a une succession de petits jardins. Ça serait que clairement, on n'aurait pas consacré de budget à aller acheter des végétaux, mais c'est formidable d'avoir eu ce mécène et de l'avoir toujours d'ailleurs. On a un électricien aussi qui nous aide, qui nous donne des coups de main, qui nous montre, et un maçon aussi qui pareil, montre surtout l'été nos jeunes et il nous fait des travaux. Parce que c'est pas toujours évident, ces chantiers jeunes, c'est vraiment formidable, ça donne beaucoup de vie à Bro. Ils font pas mal de choses, mais bon, il y a aussi des coups de main qu'on ne pourra jamais apprendre en 15 jours. Voilà. Donc, on a pas mal d'aide. Oui. Avez-vous encore d'autres questions pour nos intervenants? Oui, alors quelle est la part d'apport personnel par rapport aux aides que vous avez reçues du coup sur ce projet depuis 7 ans? Est-ce que vous avez une idée un petit peu en pourcentage? Vous savez, quand on est monument historique, on a, de par la DRAC, un taux de subvention qui est de l'ordre de 40%. Donc, le solde est sur fonds propres et avec l'aide, après tout ce qu'on arrive à mettre en œuvre pour aider à réunir les 60% manquants, eh bien, on le met en œuvre, et notamment cette convention avec les VF qui permet d'avoir du mécénat direct sur la structure. Donc on essaye d'arriver à moins de 50%, mais voilà, les montants bruts sont très élevés. Je pense que les montants en cause dans vos 2 projets, aussi bien à Bro qu'à Boucherville, ce sont des montants conséquents et on revient sur ce que disait Constance tout à fait au début, même si Erwan nous disait qu'il n'avait pas besoin qu'il a fallu abandonner à un moment le budget, c'est quand même cet aspect-là qui quelque part est un aspect important et qui vous freine ou vous contraint au minimum, ou vous oblige à trouver des solutions qui sont toutes des solutions très, très performantes. Il ne me reste… Pardon. Nous savons que c'est le projet d'une vie, en tout cas. Voilà, ça, c'est sûr. Oui. Mais nous rejoignons vraiment Erwan. C'est vrai qu'on a eu beaucoup ces questions où des visiteurs ou des amis nous disaient mais combien de temps et combien? Et on leur disait ah non mais ça on ne répondra jamais à cette question parce que combien de temps on ne sait pas. Et puis combien et on ne veut pas savoir. Voilà, donc en fait on fait au fur et à mesure de nos économies, on fait au fur et à mesure des aides que l'on peut recevoir et puis on avance comme ça, on part toujours au plus pressé. Pour l'instant on en a encore aux travaux de toiture, on n'a pas terminé. Donc voilà, avec les petits on avance. Je vais vous livrer en fait une confession. Moi, quand on me pose la question en disant mais qu'est-ce que c'est? Alors je disais au début je considérais ça comme une danseuse. Mais avec le recul, c'est plutôt un corps de ballet. C'est ça. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire un énorme merci. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci Constance de nous avoir éclairé un petit peu. Et je vous donne rendez-vous à tous. Alors déjà le 29 juin prochain pour notre prochain webinaire qui sera sur le thème des artisans d'art.
Et au mois de septembre, je vous retrouverai, moi, sur le thème des amoureux. Je pense peut-être encore avec Patrice Besse, pour que l'on voit un petit peu ensemble et que l'on discute sur l'impact du Covid, notamment, et ce que ça a changé au niveau des habitudes. Je rappelle que Crescendo a prévu aussi d'organiser au mois d'octobre un week-end en Champagne. Donc, nous sommes en train de monter ça et je suis en train aussi de travailler pour avoir nos relais Crescendo au niveau de chaque grande métropole de province et de Paris pour que l'on puisse encore développer des activités à faveur de Crescendo pour nos adhérents professionnels en pleine activité. Merci à vous et bravo encore pour tout ce que vous nous avez présenté, Philippe. Pour ce que vous nous avez fait. Merci beaucoup. Merci. Merci Philippe. Merci. Bonsoir à tous, merci.